Révolution digitale, épisode 57. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs, où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Rencontre aujourd'hui à Montréal avec une stratège en marketing d'influence. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information en tant que programmeur et analyste, elle se passionne pour l'innovation et recherche inlassablement de nouvelles façons de faire. Elle se spécialise alors dans le marketing numérique sur les réseaux sociaux, puis dans la découverte d'influenceurs canadiens. C'est ainsi qu'elle fonde Plick, une appli web contenant une base de données de plus de 2000 influenceurs. Cette plateforme unique permet également de mettre en valeur les athlètes élites canadiens pour les aider à atteindre les plus hauts sommets. Tribu Digitale, je suis très heureux de retourner au Québec pour accueillir Caroline Cormier. Bonjour Caroline. Allô François. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer aujourd'hui? Certainement, je suis en forme et toute lâche. Pour vous inspirer, je suis prête. Génial. Alors Caroline, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous? Je suis la mère de 4 enfants avec le même conjoint qui ont entre 14 et 21 ans, presque. Et je travaille en informatique depuis 1994. Donc, je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieille, je suis entre les deux. Donc, c'est mon anecdote. Je suis une mère de 4 enfants. Alors, vous êtes mère de 4 enfants, mais vous êtes aussi, au niveau professionnel, vous êtes une stratège en marketing d'influence. Alors, on va parler de votre projet Plick dans 2 minutes, mais c'est quoi le marketing d'influence? Le marketing d'influence, ça a toujours existé. C'est le pouvoir d'influencer quelqu'un de façon positive et de le faire consommer. Par exemple, si moi je vous réfère un restaurant et que vous y alliez, en partant, on vient de faire du marketing d'influence. Le marketing d'influence, il existe depuis la nuit des temps. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les gens qui ont la possibilité de créer des blogs, des chaînes YouTube, qui sont présents sur Instagram ou encore qui produisent des podcasts, deviennent des influenceurs, deviennent des vedettes numériques, donc ont la possibilité de nous influencer en tant que consommateurs. C'est ça, en gros, le marketing d'influence. D'accord. Et vous avez du coup créé une plateforme, un projet autour de ce concept qui s'appelle Plick, plick.co. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors sur ce projet et peut-être nous dire comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model particulier? Au départ, Plick, c'est arrivé un peu par accident. Moi, je travaillais en grande entreprise dans une compagnie d'assurance au Québec. Puis, j'avais besoin de nouveaux défis. Puis, en 2010, ma fille, qui va avoir 21 ans, elle a démarré un blog sur la mode. Et je me suis vraiment intéressée au monde du blogging à l'époque parce que les chaînes YouTube débutaient, ainsi que les podcasts et Instagram étaient à ses balbutiements, là, ils commençaient. Puis nous, je me suis vraiment intéressée à tous ces gens-là qui pouvaient avoir la possibilité de créer du contenu et de le diffuser. Chaque personne devenait un média.
Donc, par la bande, je suis partie à mon compte. J'ai décidé de lancer mon entreprise qui faisait plus de stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Mais j'avais commencé à me monter des listes d'influenceurs, de blogueurs canadiens pour personnellement, mais à force d'en parler, les gens me demandaient toujours, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait prêt à promouvoir nos produits, qui a un blog, qui a une chaîne YouTube, etc. Donc, c'est parti du fait que je suis allée en mission commerciale et je suis revenue et j'ai vendu une liste. Donc, nous avons décidé de faire l'application comme on connaît Plick aujourd'hui depuis 2016 parce que je suis avec le développement de la plateforme est principalement fait par mon associé qui est aussi mon conjoint, mais qui est en fait un architecte web, un programmeur là d'application. Donc, c'est lui qui développe Plick et c'est comme ça que ça a été mis en place. Puis, aujourd'hui, la façon qu'on génère nos revenus, c'est soit par l'abonnement à notre plateforme qui s'appelle plick.co ou bien en mandat de consultation qu'on fait des mandats de consultation soit de marketing d'influence, mais aussi d'analyse d'influenceurs parce que notre outil nous le permet. Donc, des YouTubeurs, des Instagrammeurs qui vont, par exemple, vouloir venir visiter le Québec, il y a certaines entreprises qui vont nous contacter pour qu'on puisse analyser ces influenceurs-là puis évaluer s'ils ont de l'engagement, s'ils sont crédibles, s'ils ont une belle communauté afin qu'ils puissent promouvoir, par exemple, le Québec, le Canada ou toute autre marque de produits et services. Wow, c'est vraiment génial. Et alors, j'ai envie de vous demander ici, vous avez un peu parlé de ça, c'est quoi les critères, quels sont les critères pour être considéré comme un influenceur sur votre plateforme, pour être inclus dans votre base de données? L'important pour être considéré comme un influenceur, c'est de créer du contenu. La première chose, c'est ce qui est le plus important, d'avoir une communauté sur le web parce que tu sais, on a déjà trouvé des gens qui créaient du contenu magnifique, sauf qu'ils ont un pseudonyme sur leur blog, puis ils ont pris une photo avec un sac de papier sur la tête et on n'est pas capable de les rejoindre. Donc, ce n'est pas un influenceur. Cette personne fait un journal intime sur le web, qui crée du contenu qui soit présent et actif sur les réseaux sociaux et qui ait de l'engagement. Ce qui veut dire que les gens vont participer, vont répondre, commenter et partager les publications. C'est pas nécessairement des gens qui vont être des vedettes, qui vont avoir des 100 000 abonnés et plus ou des 200-300 000, mais des fois, c'est des personnes qui vont avoir 10 000 abonnés et moins, toutes plateformes confondues, mais qui vont avoir beaucoup d'engagement. Leur communauté va énormément participer à leur... à tout ce qu'ils vont produire. C'est comme ça qu'ils peuvent s'inscrire sur notre plateforme. Oui, et alors vous avez quand même une base de données de plus de 2000 influenceurs. Et alors, vous dites que c'est des influenceurs canadiens. Est-ce que vous limitez ça aux influenceurs canadiens et canadiennes ou est-ce que vous répertoriez aussi des influenceurs internationaux? Au départ, pourquoi on a mis la notion de Canadien, c'est qu'on s'est retrouvé avec une problématique que si on allait vers un outil américain ou européen, il n'y avait jamais d'influenceurs canadiens dedans. Puis même si on est en Amérique, que ça soit Canada côté français ou anglais du Canada, quand on arrive sur une plateforme américaine, on n'est pas présent. On est petit à comparer des États-Unis. Donc, c'était une base pour débuter, mais nous, on est capable d'analyser tout influenceur de partout dans le monde. Il n'y a pas de contraintes à avoir différents. C'est sûr que actuellement, on s'est basé sur le Canada, mais on peut avoir des clients qui vont utiliser notre base de données pour promouvoir, par exemple, leur pays avec des influenceurs canadiens ou leur marque avec des influenceurs canadiens. Mais à un moment donné, ça va être, la base de données va se peupler de partout de personnes dans le monde, mais il fallait partir avec une base, puis on avait une problématique ici, à la différence des États-Unis que pour eux,
un influenceur, un micro-influenceur, c'est quelqu'un qui a 100 000 abonnés et moins. Tandis qu'au Canada, on est peut-être plus autour de 10 000 parce qu'on n'est pas beaucoup d'habitants au pied carré, comme on dit. Voilà. Non, ça se comprend tout à fait. Et ça doit être là. Je veux même pas imaginer combien d'influenceurs, combien de followers on doit avoir en Belgique, étant encore plus petit. Mais j'imagine que peut-être un jour vous développerez la plateforme là-bas. Enfin, quoi qu'il en soit, Caroline, je voulais aussi vous demander comment fonctionne la plateforme concrètement. Est-ce qu'on doit s'inscrire sur le site? C'est une application. Comment ça fonctionne? C'est une application web. Si les gens sont, par exemple, un influenceur, ce que ça va lui permettre, c'est qu'il va aller s'inscrire, il va rentrer ses informations. Puis, nous, dès que nous avons ces informations-là, chaque soir, pour un influenceur, nous calculons son taux d'engagement, son nombre d'abonnés. On est aussi capable, avec tout ce qui est avec les informations disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, d'obtenir le taux d'engagement de cette personne-là et la fluctuation de son nombre d'abonnés. Par exemple, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser, par exemple, des robots qui vont faire en sorte que ils vont faire le jeu de l'abonnement, du désabonnement pour augmenter leur communauté. Nous, on est capable de le voir. Ce qui permet aussi à notre plateforme, on peut chercher des gens qui vont être francophones, femmes, hommes, dans telle région, dans telle ville, qui vont pouvoir aussi, par exemple, dans tel domaine, que ça soit les jeux vidéo, que la famille, le voyage, etc. Donc, on est capable de les répertorier. Fait qu'il y a différentes personnes qui vont utiliser notre plateforme vraiment comme outil d'analyse, mais il y en a aussi beaucoup qui vont l'utiliser comme un outil de recherche pour faire des campagnes de marketing d'influence. Wow. Et allez, avant de passer à votre parcours, j'ai quand même envie de vous demander un petit conseil pour la tribu digitale. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner un tip ou un conseil pour se lancer, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans une campagne de marketing d'influence? Oui, la première... Ce qui est le plus important dans une campagne de marketing d'influence, c'est vraiment de définir tes objectifs. Parce que la ligne est mince entre une campagne de marketing d'influence et une campagne de relations publiques, comme on l'entend telle quelle. Si, par exemple, une entreprise comme L'Oréal va dire « Moi, je vais envoyer de la crème à des influenceurs », ça fait partie d'une campagne de relations publiques. Tandis qu'une start-up, une plus petite entreprise, qui va avoir une boutique en ligne, veut suivre exactement jusqu'où le consommateur va se rendre sur son site. C'est important de définir les objectifs de la campagne pour les mesurer. Parce que je donne tout le temps l'exemple que si on va, par exemple, dans un attrait touristique, puis qu'on envoie 20 laissez-passer à des influenceurs, mais qu'on lui demande rien en retour, si, par exemple, moi, par la suite, je décide d'y aller avec ma famille, quand je vais arriver au guichet, je dirais pas que je suis venue à cause de tel influenceur à la personne qui est au guichet. Donc, il y a des moyens de faire en sorte qu'on va vraiment relier pour suivre un peu le parcours de l'influenceur, comment il a influencé et combien de personnes ont acheté ou sont venues à cette activité grâce à lui. Fait que c'est les objectifs qui sont le plus importants. Bon, gardons donc bien ça à l'esprit alors, et nous allons maintenant explorer votre parcours entrepreneurial, Caroline, votre aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Alors, Caroline, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Moi, ça a commencé, j'étais quand même assez jeune. J'avais un esprit entrepreneurial assez développé, là. Plus jeune, ma grand-mère m'avait montré à faire des fleurs avec une pince à cheveux et des mouchoirs. Ça faisait un œillet et j'avais décidé de vendre ça aux portes de ma rue.
ce qui a fait en sorte qu'après, je suis allée rembourser les voisins. Mais ça a toujours été en moi quelque chose d'important. Puis je me rappelle quand j'avais 17 ans, à la fin de mon secondaire, c'est moi qui avais gagné le concours de la personne qui avait vendu le plus de crayons pour notre bal de fin d'année. Ça a toujours été en moi. Sauf que moi, je suis allée étudier en informatique de gestion. Donc, après, on allait travailler majoritairement en grande entreprise. Et les gens qu'on engageait qui étaient, disons, à leur compte, c'était des consultants qui passaient des années avec nous. Donc, ça vient de moi, mais sauf que j'avais pas encore eu l'idée de qu'est-ce que je voulais faire exactement. Fait que c'est juste en 2013 que mon projet s'est concrétisé parce que c'est beau de vouloir devenir entrepreneur. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que ça a pris un petit peu de temps. Oui, et justement, qu'est-ce qui vous a alors motivé à franchir le pas de passer peut-être d'une situation plus confortable à une situation plus incertaine quand on se lance en tant qu'entrepreneur? Comment ça s'est passé? Moi, je travaillais dans une compagnie d'assurance et j'avais certains collègues avec moi qui attendent leur retraite et qui l'attendent toujours, puis qu'à chaque jour, ils barraient une journée sur le calendrier. Et je me disais régulièrement, moi, je veux pas faire ça. Je suis une fille créative, donc j'avais vraiment envie de prendre ma place puis de partir à l'aventure. J'aime un petit peu le risque, beaucoup, je crois. Donc, j'ai vraiment donné ma démission et j'ai encaissé mon fonds de pension. Tu sais, comme on dit, j'avais un régime de retraite. Je suis partie. Je me suis fait traiter de folle, mais c'était, je pense, la plus belle chose que j'ai pu accomplir dans ma carrière. Puis ça m'a vraiment. C'est sûr qu'on jette dans le vide, mais c'était la plus belle chose que j'ai pu faire, puis qui était le plus valorisante, parce que je suis quand même partie avec une très bonne position, un salaire intéressant, et j'ai tout quitté pour me lancer à l'aventure. Fait que donc j'ai pris quand même un gros risque, mais je le regrette pas. Oui, et c'est clairement une grosse prise de risque quand on se lance comme ça. Mais c'est aussi vraiment, j'aime bien la notion de partir à l'aventure. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, avec ses hauts et ses bas, bien évidemment. Et dans votre cas, vous n'en pouviez plus, vous voyez vos collègues et vous avez quand même réussi à trouver des ressources, même des ressources financières. Vous avez été même créative, j'ai envie de dire, dans votre projet. Et ça, c'est quand même une belle leçon à retenir. Et bon, voilà, vous vous êtes lancé. Et ici, Caroline, on va commencer par la partie qui fait mal. On l'appelle c'est la partie des tribulations. Donc, ça n'a pas dû être facile. Ça n'est toujours pas facile. Le chemin de la réussite est quand même semé d'embûches, semé de succès aussi. Mais est-ce que vous pouvez ici, peut-être, Caroline, nous amener, ou en tout cas nous parler de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous amener dans ce moment et nous le raconter? C'est sûr que comme entrepreneur, depuis que nous avons lancé Plic, je dirais que le pire moment, c'est pas au niveau financier ou organisation, c'est que nous, notre matière première, c'est les influenceurs. Dans le fond, nous, on est là pour eux. Puis certains nous voient comme une menace. Donc, on a à faire continuellement un travail de relations publiques pour leur dire que nous sommes là pour les promouvoir, pour faire valoir que c'est un nouveau métier. Je te dirais que c'est le fait d'être analysé, des fois ça les rend un peu insécures, mais tu sais, c'est eux qui vont avoir l'opportunité un jour de vivre de leur passion. C'est ça qui est le plus... c'est comme s'il y avait, comme on peut dire, un clash entre les clients, les agences, les marketeurs et les influenceurs. Parce qu'il y en a qui partent avec un rêve, une passion, mais ils vont penser que nous, on va aller voler leurs informations, mais tout ce qu'on a dans Plic provient des réseaux sociaux et de l'accès public que ceux-ci nous donnent. Donc, je dirais que c'est notre plus gros défi et je dirais que c'est mon pire moment parce que en tant qu'humain, on se fait dire « Ah oui,
Vous êtes là pour faire de l'argent sur notre dos, mais nous, on est là pour les promouvoir. L'objectif, c'est de les promouvoir. Et comment vous gérez alors ça dans ces relations? Est-ce que vous essayez de développer une relation au niveau personnel avec vos influenceurs, ou vous avez développé une stratégie pour mieux surmonter cet obstacle? Nous, ce qu'on a commencé à faire dernièrement, c'est que régulièrement, on met en place des portraits d'influenceurs, faire connaître des micro-influenceurs. Parce que souvent, on va entendre parler des grandes vedettes, juste penser aux grandes chaînes YouTube européennes ou américaines, mais les gens qui sont moins connus, puis qui créent du contenu super intéressant, on a décidé de les mettre de l'avant. Puis les gens qu'on va contacter sont extrêmement touchés par cette attention-là, mais souvent vont nous dire, non, moi je ne suis pas un influenceur. Parce qu'ils ne se considèrent pas rendus là, mais c'est de faire connaître, ça va être qui les prochaines stars du web, ça va être qui les prochaines, je sais pas moi, Cyprien, le prochain, etc. Mais puis depuis qu'on fait ça, les gens ils vont trouver que oui, Plick, c'est intéressant pour eux parce que Plick va augmenter aussi leur référencement à leur blog, etc. Donc, on est là pour les aider. Génial. Alors, Caroline, à l'inverse, est-ce que vous pouvez nous emmener maintenant dans un de vos meilleurs moments en tant qu'entrepreneur? Alors, ça peut être une épiphanie que vous avez eue, une idée géniale qui vous a poussé vers plus de succès, ou bien même juste un moment éclairé, vous étiez en mesure de tourner les choses en votre faveur. En d'autres mots, quel a été votre moment d'illumination? Racontez-nous cette histoire. Moi, je crois que le meilleur moment que j'ai vécu, c'est le jour où j'ai décidé de partir à mon compte et j'ai eu l'idée de faire de la stratégie marketing. C'était en octobre 2013. Je me suis levée un matin puis j'ai dit à mon conjoint, je sais ce que je vais faire. C'est comme si je m'étais dit, voilà, mon avenir est scellé. Puis c'est là que j'ai mis tout en place. Mais ça s'est suivi aussi d'une transformation. Et le jour que je suis arrivée, puis j'ai dit, moi, j'ai vendu une liste d'influenceurs, ça l'a fait en sorte que c'était comme dire oui, mon projet peut être viable. Parce que on se le cachera pas. Des listes d'influenceurs, toute agence peut demander à l'étudiant qui va travailler durant l'été d'en monter. Sauf que le lendemain, même s'il est fait en Excel, devient obsolète parce que les statistiques sont pas comptées. Donc, je dirais que ma plus grande révélation, c'est de mettre en place notre force au point de vue technologique et marketing. De faire en sorte que ça fit ensemble. Parce que sont rares les entreprises qui vont avoir un background de technologie de l'information avec du marketing, puis de faire en sorte de faire un outil performant. Fait que je pense que c'est ma plus belle révélation. Et c'est mon plus beau succès, je crois, Plick. Je trouve que c'est un outil qui s'adapte facilement, puis comme on dit, là, la possibilité de le faire évoluer est infinie. Wow. Et alors, Caroline, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience? Il faut jamais lâcher. C'est comme s'entraîner pour les Olympiques. C'est des paliers. Des fois, on plafonne. Après ça, on remonte. Moi, je le compare beaucoup à du sport de haut niveau. C'est la même chose. Un entrepreneur puis un sportif qui sera aux Olympiques, c'est la même chose. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'on fait souvent le rapprochement entre l'entrepreneuriat et le monde du sport, le monde des athlètes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce monde et ne lâchez pas. C'est vraiment un des conseils qui revient souvent ici et je pense que il est mis en grand sur un papier au-dessus de mon bureau d'ailleurs. Et c'est vrai que dans les mauvais moments, c'est toujours bon de se rappeler qu'on est dans un marathon et que ce n'est pas un sprint. Merci beaucoup pour ça, Caroline. Alors, nous sommes arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Certainement. C'est parti. Quelle est votre définition du succès?
Ah, c'est la liberté. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide dans vos affaires? Oui, c'est d'aller marcher. Je trouve que en allant marcher, ça me permet de revenir mieux concentrée et d'avoir fait quelque chose qui nécessite pas vraiment d'attention. Pendant qu'on marche, on pense à rien. Ça fait du bien. Vous marchez pendant longtemps ou c'est juste un petit tour, quoi? Ah, c'est environ 7 kilomètres par jour. Super. Alors, si vous deviez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? Le livre Wild de Shirley Stratton, c'est elle qui avait traversé le PCT qu'on appelle aux États-Unis le Pacific Trail. Puis c'est vraiment de la détermination de partir du point A et de marcher plus de 3000 kilomètres en sentier, puis d'arriver au bout. Tu sais, quand je pense à ce livre-là, c'est de dire on va jusqu'au bout des choses. Waouh, c'est bien noté. Alors, quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Ma vie est dans Evernote. On utilise aussi beaucoup Trello pour organiser notre travail et Slack pour la communication. C'est vraiment nos 3 outils fétiches. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Tout ce qui est en lien avec les recherches qui vont être faites au domaine médical pour les enfants, l'environnement, mais aussi tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle et le big data, dans le fond, comme on appelle, toute l'analyse de données que je trouve qui vont être vraiment qui sont des sujets très prometteurs. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors Caroline, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que ferez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Je crois que ça aurait été de m'investir plus au niveau communautaire quand je retourne pour découvrir les gens. Et puis ça m'aurait donné une expérience accrue de l'humain parce que c'est beau le marketing, là, mais les relations humaines fait en sorte que c'est ça qu'on devient aujourd'hui. Mais pour le reste, je laisserais pas mal ça comme ça. Mais de m'investir plus dans ma communauté aurait été... je crois, plus enrichissant. Est-ce que vous avez un petit conseil, une petite technique à donner pour être plus proche ou plus investi dans ces communautés? Faire du bénévolat, chose que j'aime bien faire aujourd'hui, mais que ça soit au niveau sportif, au niveau communautaire, dans la ville qu'on habite, mais c'est vraiment de rencontrer les gens qui vont être dans d'autres domaines que toi. De voir toutes sortes de gens qui vont avoir toutes sortes d'âges, toutes sortes de métiers. Puis je trouve que c'est vraiment enrichissant d'aller à la rencontre de ces gens-là. Voilà, Tribu Digital, suivez le conseil de Caroline, ne vous enfermez pas, allez à la rencontre des gens. Je trouve que c'est vraiment un très bon conseil personnellement. Et voilà, Caroline, merci beaucoup. On est déjà arrivé donc à la fin de l'épisode, hein, c'est passé vite. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note, comme d'habitude. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Caroline vous inspirera à faire le grand saut. Alors Caroline, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou qui se sentent bloqués tout simplement? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Faut pas avoir peur de se lancer. Le pire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas puis on fasse autre chose. Mais c'est vraiment de surmonter nos peurs. Voilà. Surmonter ses peurs, quel est le pire qui puisse nous arriver? Merci beaucoup pour ça, Caroline. Je pense que tout est dit. Pour nous, ce fut vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous peut-être comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, plic.co. Régulièrement,
on vous propose des influenceurs à découvrir. Fait que c'est quand même intéressant d'aller nous suivre sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'aime ça discuter avec les gens. Puis, ben là, concernant les annonces, ben vous pouvez venir faire un tour sur plic.co, de voir un peu, de venir lire nos articles, nous abonner à notre infolette pour avoir des conseils sur comment ça fonctionne les campagnes de marketing d'influence. Tribu Digital, vous venez d'entendre Caroline Cormier partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Caroline dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Caroline sur plic.co, c'est plik.co, et de la suivre sur ses réseaux sociaux, LinkedIn, et surtout abonnez-vous à son infolettre. Caroline, encore merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Merci, je vous dis au François. revoir et je vous retrouve en backstage. Parfait, merci, bye bye. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Caroline. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, c'est @RevoDigital, et sur Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts ou SoundCloud, ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et bien plus encore, vous êtes la Tribu Digitale, et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!